Pardon, sur les bases, donc comment commencer et comment poser la lentille sclérale. Aujourd'hui, on va voir les complications des lentilles sclérales. Mais avant de commencer à parler des complications, on va faire une révision sur la lentille sclérale. Donc, la lentille sclérale est une lentille qui se pose sur la conjonctive, donc elle ne touche pas la cornée et le limbus. Et là, on est en train de voir une image OCT. Et là, on voit la lentille sclérale ici, et entre la lentille sclérale et la cornée, il y a le réservoir de liquide qui se forme, soit dans la zone cornéenne, soit sur le limbus. Et aussi, on voit comment la lentille se pose exclusivement sur la conjonctive. Ici, on voit un peu l'anatomie de la lentille sclérale. Donc, la lentille sclérale est faite de différentes zones. La zone cornéenne, qui est composée par la zone optique, la zone de transition, qui est une zone entre la zone optique et la zone du limbe, la zone limbale, et après, on a la zone conjonctivale. La landing zone peut être composée par une seule courbe ou bien plusieurs courbes. Dans ce cas, on a deux courbes dans la landing zone. Donc, ce que j'ai fait dans mon dernier ouvrage et dans les articles que j'ai publiés sur cet argument, j'ai différencié les problèmes et les vraies complications, parce que pas tous les problèmes qu'on voit et qu'on a avec les lentilles sclérales sont des vraies complications. Les problèmes sont ceux qui ne provoquent pas d'altération persistante de la surface oculaire. Par contre, les complications sont celles qui causent une altération persistante de la surface oculaire. Une deuxième division était basée sur l'étiologie du problème ou de la complication. Les problèmes ou complications liées à la pose de la lentille, donc on peut gérer juste en modifiant la géométrie de la lentille. Et ceux qui sont liés à l'hygiène et compliance. Et là, il faut éduquer et revoir un peu les solutions que le patient est en train d'utiliser et éduquer de nouveau le patient au correct utilisation des lentilles, de la mise en place des lentilles, de l'enlèvement de la lentille et aussi la gestion des solutions. On va pas pouvoir voir toutes les complications et le problème, mais juste un peu parce qu'on n'a pas le temps de tous les voir. On va commencer avec quand la lentille touche la cornée. Ce n'est pas un problème très fréquent avec la lentille sclérale parce que, comme on a dit, la lentille ne doit pas toucher, ne touche pas la cornée. Mais certaines fois, on peut rencontrer ces problèmes. Comment on peut reconnaître que la lentille est en train de toucher? On peut la rencontrer avec une lumière diffusée avec la lampe à fonte et on va voir quand la fluorescine est mise dans le liquide, dans la saline sans conservant, on peut voir qu'au centre, il y a une zone noire. Aussi, avec la section optique, si on met la section optique et on tourne la lampe à fonte à 45 degrés, on peut voir que dans certaines zones, il y a le liquide réservoir et là, on le voit coloré de vert parce qu'il y a la fluorescine. Et au centre, on voit pas la présence de ce liquide. Ça, parce qu'il n'y a pas de liquide et donc la lentille est en train de toucher la cornée. Quelles sont les causes qui portent à la lentille qu'elle touche la cornée? Elles sont différentes. Quand la touche est centrale, c'est parce que la lentille est plate. Donc, ce qu'il faut faire est augmenter la hauteur sagittale de la lentille. Comment augmenter la hauteur sagittale? C'est faire la zone de transition, donc la zone entre la zone optique et la zone limbale plus courbée ou bien faire la zone optique plus courbée.
Quand on voit que la lentille est en train de toucher la cornée, mais en périphérie, c'est parce que ou bien une extasie périphérique, donc il faut augmenter le volt périphérique dans ce cas-là, ou bien inclure un volt localisé dans la zone cornéenne. Pourquoi inclure un volt localisé, qui est la meilleure option là? Parce que si on augmente toute la hauteur sagittale de la lentille, on aura ici assez de réservoir de liquide, mais on aura un excessif volt de ce côté-là qui est déjà excessif. Et ça n'est pas très bon pour la santé cornéenne. Donc, c'est quoi le volt périphérique? C'est bien faire une courbature là où l'extasie est dans la cornée. Ici, c'est un cas de Dr. Riff, d'une dégénération nodulaire Salzmann. Ici, on voit l'ectasie périphérique et on voit ce microvolt qui est dans la zone cornée. Ici, on voit comment le liquide est de toute façon présent et il est uniforme, soit dans la partie centrale, soit périphérique sur cette ectasie. Et là, on voit très bien comment la lentille est en train de passer au-dessus, de ne pas toucher cette ectasie périphérique avec l'image OCT. Quand cette touche est en périphérie, c'est peut-être aussi qu'on est en train de poser une lentille sclérale sur une cornée oblate. Donc, au centre, on est en train de poser avec un petit réservoir de liquide. Mais si on fait un petit réservoir de liquide sur une cornée oblate, en périphérie, la lentille va toucher. Donc, dans ces cas-là, la lentille doit accompagner le profil cornéen. Donc, elle doit être oblate, plate au centre et un peu plus courbée en périphérie. Ou bien, quand on voit la touche périphérique, c'est parce que la lentille est trop petite, donc il faut augmenter la lentille. C'est très, très important de résoudre ce problème parce que on peut, la touche périphérique sur la cornée et aussi sur le limbe peut provoquer des bulles cornéennes qui vont provoquer des problèmes sérieux à la cornée. Un autre problème sont les bulles d'air. Les bulles d'air sont ennuyants parce que ils peuvent diminuer l'acuité visuelle, surtout quand elles sont grandes et donc quand elles couvrent la zone pupillaire. Quand elles sont petites, avec l'enfoncement de la lentille, ils vont disparaître. Mais quand ces bulles sont grandes, il faut les résoudre comme dans ces deux cas-là. Donc, les bulles d'air peuvent se former parce qu'il n'y a pas assez de saline sur la lentille. Donc, il faut remplir la lentille jusqu'à ce que la solution apparaisse convexe sur la lentille. Il faut ouvrir très bien les paupières parce que si une paupière va toucher la lentille, la solution saline va tomber et donc des bulles d'air vont se former. Il faut donc bien éduquer le patient à bien appliquer, bien poser la lentille sur l'œil. Et là, pour bien gérer et contrôler les erreurs du patient, il vaut mieux utiliser deux miroirs, un plat et un vertical. Le plat sert soit au patient, mais soit aussi au praticien, parce que ici, on arrive à voir comment il est en train de poser cette lentille sur l'œil et le miroir droit aussi vertical nous aide à nous sert à nous pour contrôler aussi d'autres aspects de la tenue des paupières et de la ventouse ou des doigts qui sont en train d'adapter la lentille sur les lentilles sclérales. Si le patient a des problèmes avec les mains ou bien il n'arrive pas à appliquer, à adapter la lentille avec ses mains, il peut utiliser des appareils spécifiques comme une ventouse ou bien des anneaux qu'on a vus dans
dans le webinaire précédent. Donc, il y a deux méthodes manuelles, 2 ou 3 doigts. Ici, on voit les deux manières manuelles, mais ce qui est très important, c'est bien tenir les paupières ouvertes. Donc, il faut dire aux patients de tenir les paupières de la part de l'attachement des cils. Donc, ici, on voit un exemple d'une tenue pas optimale parce que l'œil va se fermer, donc les paupières vont toucher la solution, la lentille, et la solution va tomber. Ici est optimal en bas, mais pas très bien en haut. Ça, c'est une bonne ouverture des lentilles, des paupières, pardon. Et là, on est en train de voir un patient qui est en train d'adapter la lentille et avec une ouverture très optimale et avec une adaptation manuelle. Si donc ils ont des problèmes, on peut utiliser des ventouses. Certains patients, ils sont un peu intimidés par les grandes ventouses. Ce qu'on peut faire, c'est leur proposer une petite. Les petites sont généralement indiquées pour les lentilles cornéennes, mais on peut les utiliser avec des lentilles sclérales. Et ici, on est en train de voir la tenue de la lentille qui est assez forte, même sur une lentille bien grande, 18,70 mm. Et c'est important si vous avez la possibilité d'avoir des ventouses avec un trou au fond, ça aide les patients à avoir aussi un point de fixation plus précis. Donc, ils regardent cette lumière au fond, donc la lumière qui va passer de ce trou au fond, donc ça peut les aider à tenir l'œil bien centré. Celle-là, elle n'a pas un trou, donc ce qu'on peut faire, c'est couper la queue de la ventouse. Donc, il y a la lumière qui va passer. Très important aussi la couleur de la ventouse, parce que le patient doit regarder au centre et doit tenir l'œil bien centré pour la datation de la lentille. Là, on est en train de voir trois exemples, 2 exemples avec une ventouse blanche qui sont parfaites, qui sont les plus idéales ou bien claires. Ici, on voit aussi que le patient a mis une lumière au fond pour aider à la fixation. Ce qui n'est pas indiqué, c'est une ventouse foncée parce qu'on n'arrive pas à voir le trou et le patient aura des problèmes à centrer l'œil. Les bulles d'air peuvent être aussi peuvent se créer à cause d'une pose pas optimale de la lentille, donc la géométrie n'est pas optimale. Quand elles sont en périphérie, elles sont en général ovales, en périphérie de la cornée, pas dans la zone sclérale. Donc, quand elles sont en périphérie cornéenne, elles sont généralement ovales et c'est parce que la lentille est plate au centre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est augmenter la hauteur sagittale de la lentille. Et comme on a déjà dit, il faut combrer la zone de transition ou bien faire plus combrer le rayon de la zone optique. Les bulles d'air peuvent aussi se créer à cause d'un volt, d'une hauteur sagittale excessive avec une landing zone petite. Donc, la landing zone est petite et la lentille est haute, les bulles vont rentrer en dessus de la lentille. Donc, dans ces cas-là, il faut ou diminuer la sagittale de la lentille si c'est possible ou bien augmenter le diamètre de la landing zone. Autre cause de la création de ces bulles, c'est parce que la périphérie est plate. Quand la périphérie est plate et n'est pas bien, ne s'aligne pas bien avec la conjonctive, on aura ce pattern-là. Et ce pattern-là est généralement plus vu dans les cas où la sclère est torique, donc dans le méridien vertical généralement. Donc, dans ce cas-là, il faut combrer ce méridien et donc il faut choisir une lentille avec une périphérie torique ou bien
quadrant specific design, je pense que c'est la conception spécifique au cadran, une périphérie personnalisée. Aujourd'hui, on a différentes technologies qui aident à personnaliser la périphérie de la lentille sclérale ou bien aussi une lentille basée sur une empreinte. Quand on voit ces bulles d'air, elles sont très petites dans la périphérie. Et là, ces bulles, elles sont très petites, donc elles n'ont pas besoin d'être gérées parce qu'avec l'enfoncement de la lentille, ils vont disparaître. Les bulles d'air peuvent être aussi causées par une conjonctive irrégulière. Donc, la lentille va être soulevée là où il y a l'irrégularité, par exemple un pterygium ou bien une pinguicola, elle va soulever la lentille et les bulles d'air vont entrer. Donc, dans ce cas-là, il faut ou réduire la lentille, le diamètre de la lentille si l'irrégularité est loin du limbe, ou bien augmenter le diamètre si l'irrégularité est proche du limbe. Donc, avec une légère pression, si on n'arrive pas, si elle est bien haute, cette irrégularité, il faut introduire un notch ou bien passer avec une lentille, avec une périphérie personnalisée ou une lentille faite à empreinte. On va voir comment faire un notch parce que, par exemple, en Italie, pas tous les laboratoires peuvent faire un notch. Et là, j'ai préparé une vidéo qui montre comment faire un notch. Les bulles d'air peuvent être aussi causées par une solution saline en aérosol, par une lentille qui présente des fenêtres dans la zone limbale. Donc, si cette bulle couvre le champ pupillaire, il faut choisir une lentille qui n'est pas des trous dans la zone limbale. Ou bien, une autre recommandation qui peut résoudre ce problème est utiliser une solution plus visqueuse pour le remplissage des lentilles. Là, c'est comment faire le notch. C'est le notch, c'est celui-là. Donc, quand la lentille est adaptée sur l'œil, il faut prendre les dimensions et la position. Attention, si vous faites un notch, la lentille doit être bien stable sur l'œil. Donc, elle doit être au moins torique. Parce que sinon, ce notch va tourner autour et ne va pas faire son travail. Il ne va pas résoudre le problème. Donc, avec un outil, il faut faire ce trou. Ça dépend des dimensions. Donc, et il faut bien aussi arrondir les bords de la lentille, soit le bord postérieur, soit celui antérieur. Et il faut faire le polish sur la lentille, la rendre plus lisse. Et là, on est en train de voir comment aussi on fait une fenestration parce que pas tous les laboratoires peuvent le faire. Et c'est très facile. Et aussi, il faut arrondir les bords de la fenêtre. Et si vous avez une machine pour les modifications, on peut passer le notch avec du polish pour le rendre encore plus lisse. Et ça, c'est la lentille bien travaillée avec la fenestration ou bien avec le notch. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai acheté ce drill d'Amazon avec tous les outils qui m'aident à faire ces travaux. Et il faut faire le polish avec microfibre qu'on a tous dans nos magasins d'optique.
Staining cornéen, ça aussi, c'est pas fréquent avec les lentilles sclérales parce que la lentille ne touche pas la cornée, mais parfois on peut rencontrer le staining cornéen. Donc, c'est très important quand on fait le check-up avec les patients, il faut absolument vérifier avec le fluorescine s'il y a du staining cornéen une fois la lentille est retirée. Le staining cornéen peut être causé par différentes causes. La première, c'est la lentille. Quand la lentille touche la cornée, ici, on est en train de voir qu'il y a une absence de liquide. Donc, la lentille est en train de toucher. Une fois on a retiré la lentille, et on a mis la fluorescine, on va voir une zone bien arrondie et ponctuée. C'est en correspondance de la touche cornéenne, de la lentille où la lentille touchait la cornée. Ou bien la présence d'une bulle. On note une bulle quand on vérifie la lentille sur l'œil. Une fois retirée, on va noter que cette bulle a causé a séché la cornée, donc on va noter le staining là où la bulle était créée, ou bien par une manipulation incorrecte. En général, elles sont verticales ou à zigzag, et donc dans ces cas-là, il faut éduquer le patient à une bonne manipulation des lentilles sclérales. Le staining cornéen peut aussi être causé par une réaction toxique ou parce que les yeux sont hypersensibles aux solutions. Donc, il faut aux solutions ou bien aussi aux débris qui sont présents, qui peuvent être présents entre la cornée et la lentille. Donc, il faut vérifier s'il y a la présence des débris, et donc il faut gérer son afflux. On va voir comment gérer le midday fogging, et vérifier la compliance du patient. Peut-être il est en train d'utiliser des produits qu'on n'a pas recommandés, donc faire un refreshment, donc rafraîchir la séquence des liquides. On peut recommander d'utiliser le peroxyde d'hydrogène pour la désinfection et pour le stockage des lentilles, ou bien ajouter un nettoyant enzymatique au régime d'entretien, ou bien utiliser le Progent si vous l'avez, ou bien parce que on a dit à cause d'une hypersensibilité, donc il faut choisir des solutions. Toutes les solutions sont conservantes. La touche, le staining cornéen, comme dans ce cas-là, peut être aussi périphérique, et c'est à cause de la lentille qui est en train de toucher la cornée périphérique. Donc, dans ce cas-là, ou augmenter le diamètre de la lentille, ou augmenter le volt là où la lentille est en train de toucher. Un staining un peu irrégulier, comme dans ces cas-là, est appelé un bogging cornéen, n'est pas inquiétant parce que ça va partir tout seul après quelques mois d'adaptation de l'œil à la présence de la lentille, et surtout à la présence de la saline, et c'est causé à cause d'une immersion prolongée de la cornée dans une saline qui n'a pas de nutriments. Midday fogging, sont donc la présence de débris dans le liquide. Le midday fogging est multifactoriel, donc est créé à cause de plusieurs facteurs portent à la création des débris dans le réservoir. Peut être aussi une adaptation de la surface oculaire à la lentille, donc à la saline. Dans ce cas-là, le problème va se résoudre dans quelques semaines ou dans quelques mois, ou bien à cause des pathologies de la surface oculaire, quand le patient présente une atopie ou une maladie de la surface oculaire. Donc, dans ces cas-là, il faut résoudre ces problèmes avant de commencer la pose des lentilles sclérales.
Une autre cause peut être la conjonctive papillaire géante. Donc, il faut bien contrôler le bord de la lentille qui ne va pas soulever. Donc, il cause pas un accident, comment dire, il ne disturbe pas la conjonctive tarsale, soit inférieure, soit supérieure. Donc, il faut faire un bord plus cambré dans ce cas-là. Il faut contrôler aussi s'il y a des dépôts sur la lentille qui peuvent créer cette conjonctive papillaire géante. Donc, introduire une solution d'hydrogène à base de peroxyde d'hydrogène ou bien ajouter le Progent au système d'entretien de la lentille. Donc, il faut, quand le patient reporte un discomfort quand il est en train de porter les lentilles, il faut toujours vérifier la conjonctive tarsale, soit supérieure qu'inférieure, pour voir s'il y a les papilles sont augmentées de dimension. Et donc, il faut gérer les causes qui sont en train de causer cette condition-là. Mid-day aussi peut être causé par un volt de la lentille excessive générale, mais surtout le volt dans la partie limbale, comme on est en train de voir dans ce cas-là. Donc, le problème se résout juste en diminuant le volt dans la zone limbale. Et quand aussi le diamètre est grand, le diamètre de la lentille est grand. Et dans ces cas-là, donc, il faut diminuer le diamètre. Aussi, les débris peuvent entrer dans le liquide parce que dans certaines zones de la lentille sclérale, la lentille sclérale dans cette zone est un peu soulevée. Et en général, ça se vérifie quand la sclère est torique, donc la lentille est un peu soulevée dans un méridien. Donc, il faut choisir une lentille torique pour combrer ce méridien-là de la lentille. Ou bien faire une périphérie personnalisée ou bien à empreinte. Ça peut être aussi causé par une libération des cellules épithéliales de la cornée et dans ces cas-là, il faut utiliser des solutions qui sont adaptées à la surface oculaire sans conservant si c'est nécessaire et gérer ce problème, donc faire des check-ups plus fréquents pour voir si le problème se résout avec ce changement de solution. Autres recommandations peuvent être passer à une lentille sclérale fenêtrée parce que cliniquement, on a noté qu'en ajoutant des trous à la lentille dans la zone limbale, les débris sortent. Donc, il y a un échangement de liquide, donc le problème de débris se résout. Une autre façon, c'est laver les yeux avec le matin avant l'application des lentilles, donc bien laver les yeux ou bien la lentille peut être appliquée, retirée et puis adaptée pour nettoyer l'œil de la crasse matinale. L'adaptation et le retirement de la lentille aide à nettoyer encore plus l'œil. Utiliser une solution plus visqueuse qui aide à empêcher aux débris de rentrer dans le liquide. Utilisez une solution si vous avez disponible ces solutions en Algérie ou au pays où vous habitez, Isosol et Nutrifil qui contiennent
qui sont des solutions électrolytes équilibrées. Éviter de faire des pauses pendant la journée pour retirer la lentille, la nettoyer et l'adapter de nouveau parce que ça va augmenter le problème des débris. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est tenir la solution sans conservant, donc la saline sans conservant au bord de la lentille et appuyer fort pour que la solution rentre dans le réservoir et échange tout le réservoir. Là, la fluorescine était mise pour montrer qu'avec cette technique, toute la solution, tout le réservoir est échangé avec la nouvelle saline. Le prolapsus conjonctival est en général fréquent dans les patients âgés ou dans les patients qui ont des maladies de la surface oculaire, œil sec en général aussi. Là, on est en train de voir le prolapsus avec l'OCT. Ici, on le voit, voilà, le tissu conjonctival, on le voit de la partie nasale de l'œil qui est en train d'occuper la zone cornéenne périphérique. Ici, on le voit des deux parties. On est en train de regarder donc le méridien vertical, la partie supérieure, mais il est beaucoup plus important dans la partie inférieure. On le voit aussi avec la lampe à fente, donc c'est à cause, peut être provoqué par un volt excessif. Généralement, le volt dans la zone limbale excessive, donc il faut diminuer le volt dans la zone du limbe. À cause d'un grand diamètre, donc il faut réduire le diamètre de la lentille, ou bien parce qu'on est en train d'appliquer, de poser une lentille sphérique sur un limbe ovale, sur une cornée ovale. Donc, dans ces cas-là, il faut passer en une lentille avec des zones cornéelles et limbales ovales. Il y a des géométries des lentilles qui ont un design qui peut résoudre ce problème et c'est à cadran, donc ils peuvent gérer le volt dans différents cadrans pour éliminer, pour diminuer le volt dans la zone limbale ou bien faire une lentille avec une empreinte. Donc, c'est quoi le limbe ovale? C'est quand la cornée se présente en forme ovale. On a tout, dans la littérature reporte que toutes les cornées sont ovales. En général, le diamètre de l'iride visible horizontal est plus grand que celui vertical et la différence est presque 0,1 mm entre les deux. Donc, ce qui va se passer, c'est que en posant une lentille sur une cornée ovale, la lentille va commencer à toucher la conjonctive à côté, très près du limbe, dans le méridien vertical, alors que loin du limbe dans le méridien vertical. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, dans le méridien horizontal, la lentille est bien placée. Elle touche là où idéalement doit toucher, donc prendre du limbe en évitant un volt excessif dans cette zone-là. Par contre, dans le méridien vertical, elle est en train de toucher bien loin du limbe et là, on va avoir un clearance, donc un réservoir excessif, surtout de la part inférieure, dans la partie inférieure. Donc ça, c'est une lentille basée sur le HVID. Donc, on a pris en considération le diamètre de l'iride visible horizontal et on est en train de commencer à toucher la conjonctive bien comme on voulait, très près de du limbe dans le méridien horizontal. Par contre, si on prend en considération celui vertical, dans le méridien vertical, on aura bien un volt idéal dans la zone limbique. Par contre, dans le méridien horizontal, la lentille va toucher et ça va causer
des bulles cornéennes en périphérie. Donc, la chose idéale, c'est de poser, dans ces cas-là, une lentille basée sur les 2 diamètres de l'iris visible, donc ovale. Et attention, parce que l'ovalité du limbe peut être aussi oblique, comme dans ce cas-là, et on peut faire des lentilles avec une zone ovale inclinée, donc oblique. C'est faisable. Le prolapsus conjonctival peut être aussi causé par une compression. C'est quoi la compression? C'est le blanchiment qu'on voit. Donc, la lentille est bien, elle est en train de comprimer la conjonctive et de pousser le tissu conjonctival dans la zone limbale et cornéenne. Et quand cette compression est vers l'extérieur, donc vers le bord, c'est parce que la landing zone est compressée. Donc, il faut la faire plus plate. Quand cette compression est à l'intérieur de la landing zone, c'est parce que la zone cornéenne et limbale sont très compressées, donc il faut aplatir la partie centrale de la lentille, ou bien parce que la landing zone est trop plate en périphérie. Donc, il faut combrer cette zone-là. Aussi, le prolapsus conjonctival peut être causé par une pression excessive exercée par le patient quand il est en train d'adapter les lentilles. Donc, il faut éduquer le patient de ne pas exercer une force, une pression excessive. Juste à peine toucher l'œil, il faut enlever les doigts ou bien la ventouse. Parce que ça peut causer une compression artificielle qui n'est pas réelle, artificielle, parce que elle est causée par une compression manuelle des mains. La congestion limbale, c'est quand on voit ce pattern-là. Donc, dans la partie limbale, on va voir presque un édéma, donc un gonflement du tissu dans cette zone, et c'est causé aussi par une compression. Là, on est en train de voir une compression périphérique, un blanchiment qui est en train de pousser le tissu dans la zone limbale. Il n'est pas en train de causer un prolapsus, mais une congestion. Donc, dans cette zone-là, les vaisseaux ils sont en congestion. Aussi, à cause d'une sclère torique, donc dans ce cas-là, il faut passer à une lentille sclérale torique ou bien personnalisée. Peut aussi, quand la compression est circonférentielle, donc la landing zone et là aussi la lentille est toute combrée, donc il faut aplatir la pose. Et aussi, peut être, dans ce cas-là, la congestion peut être artificielle, causée par une pression excessive exercée par le patient durant l'adaptation de la lentille dans l'œil. Peut être aussi donc à cause d'une réaction toxique ou une hypersensibilité du patient aux solutions. Donc, cette zone-là est enflammée. Il faut donc cesser de porter les lentilles jusqu'à ce que le problème ne se résout pas. Vérifier la compliance, donc toutes les solutions que le patient est en train d'utiliser. Insère correctement la lentille pour éliminer tous les résidus du nettoyant et des conservants de la lentille avant de l'appliquer, avant de la poser l'adapter dans l'œil. La chose meilleure, c'est de proposer une solution de peroxyde d'hydrogène ou bien introduire le Progen si vous les avez, ou bien choisir des solutions, encore une fois, sans conservant. Touche limbale, c'est absolument à résoudre parce que le limbe, c'est où les cellules cornéennes sont régénérées. Donc, un problème au limbe portera à un problème sérieux de la cornée. Donc, la lentille ne doit pas toucher le limbe. Là, on est en train de voir une lentille qui est en train de toucher la surface oculaire, pas sur la conjonctive, mais sur le limbe, soit dans la zone nasale
soit dans la zone temporelle. On peut donc le vérifier avec un OCT et c'est la façon meilleure pour le vérifier parce qu'avec la lampe à fente, le lampe est clair, donc on n'arrive pas à bien voir si la lentille est en train de toucher ou pas. Une façon pour le vérifier, c'est mettre la fluorescine dans le liquide et de vérifier la lentille dans les différentes directions de regard. Et la lentille doit, donc on doit voir la fluorescine sur toute la partie de limbe circonférentiellement. Là, on est en train de voir une partie noire dans presque sur toute la zone limbale. Donc, cette pose n'est pas optimale. Là, on est en train de voir une touche dans le méridien horizontal. Donc, il faut augmenter le diamètre du volt de la lentille. Et ça, on est en train de voir un pattern optimal. Donc, comme on a vu, on peut aussi regarder avec la section optique, mais comme j'ai dit, c'est un peu difficile de voir s'il y a assez du volt dans la zone limbale parce que le limbe est clair, n'est pas coloré comme la cornée. Donc, le contraste avec la fluorescine est bas. Mais on peut avoir une grosse idée sur ça. Là, on est en train de voir l'exemple entre la lampe à fente et l'OCT. Dans ce cas-là, la lentille est en train de toucher le limbe et on le voit très clairement avec l'OCT et aussi très clairement avec la lampe à fente parce que la touche est bien large et bien noire. Ici, on a résolu, donc on a augmenté le volt dans la zone limbale et donc la fluorescine est en train de couvrir toute cette partie limbale de l'œil. Donc, comme j'ai dit, c'est très important de résoudre ce problème parce qu'on aura ce pattern-là, sont des bulles cornéennes qui vont créer des problèmes sérieux à la cornée. Comme dans ces cas-là, c'est parce que la lentille est petite, donc il faut augmenter le diamètre de la lentille, ou bien parce que la lentille est décentrée sur l'œil. Donc, dans ce cas-là, on va avoir un réservoir excessif dans la partie inférieure et insuffisant dans la partie supérieure. Et ici, on voit que la lentille est en train de toucher la partie supérieure de la cornée. Ou bien parce que la hauteur sagittale dans la zone limbale n'est pas suffisante, donc le diamètre est bon de la lentille, elle est bien grande, mais la hauteur sagittale dans cette zone n'est pas assez, donc il faut juste augmenter la hauteur sagittale juste dans la partie limbale et c'est faisable. Donc, il faut passer aussi à une zone cornéenne limbale ou ovale comme dans ce cas-là. Et là, on voyait que dans le méridien vertical, il est optimal, mais on a le problème juste dans le méridien horizontal. Donc, dans ce cas-là, une lentille ovale est indiquée ou bien augmenter le diamètre de la lentille si vous n'avez pas une lentille ovale. Ou bien parce que la lentille a une surface oculaire torique, ce qui porte au décentrement de la lentille. Donc, dans ce cas-là, il faut résoudre avec une lentille torique ou bien un cadran personnalisé ou avec une grande. Donc là, on est en train de voir un problème. Essayez de raisonner, d'essayer de comprendre c'est quoi le problème qu'on est en train de voir. Est-ce qu'on est en train de voir un volt central excessif de la lentille? Est-ce qu'on est en train de voir un volt limbal excessif ou bien un volt limbal insuffisant? Dans ce cas-là, la réponse est le volt limbal qui est excessif. Comment gérer ce problème? On a 4 options, juste une est correcte. Donc, à votre avis, laquelle est l'idéal pour la gérer? Diminuer le volt limbal, augmenter le volt central, inclure une toricité périphérique ou bien faire une périphérie plus plate. Donc, dans ce cas-là,
On a dit ce problème, c'est un volt excessif limbal. Donc, ce qu'il faut faire, c'est diminuer le volt dans cette zone-là. Augmenter le volt central ne va pas résoudre le problème. Par contre, ça va augmenter le problème parce que toute la lentille va être encore plus compressée. Donc, va créer encore plus compression dans cette congestion dans cette zone-là. Inclure une toricité ne va pas résoudre le problème parce que le problème n'est pas dû à un décentrement de la lentille. Et faire une lentille la périphérie plus plate ne va pas résoudre parce que le problème est dans la zone limbale et pas dans la périphérie. Dans la périphérie, la lentille est en train de toucher idéalement, donc elle est en train de s'aligner parfaitement avec la conjonctive. Un autre problème, donc voilà, on a résolu ce problème. Ce que j'ai fait dans ce cas-là, c'est juste diminuer le volt dans cette zone-là. Et donc, la pause est faite. Il y a quelqu'un qui n'a pas mué son microphone, peut-être. OK. Là, on a un autre problème. À votre avis, c'est quoi le problème ici? Un volt limbal excessif, insuffisant ou bien suffisant? Ben, ici, on est en train de voir un volt limbal qui n'est pas suffisant. Donc, ce qu'il faut faire, toutes ces options sont correctes, sauf une. Augmenter le diamètre, oui, ça peut résoudre le problème parce qu'en augmentant le diamètre aussi, ce diamètre de volt va augmenter, donc va résoudre le problème. Augmenter le volt limbal, oui, parce qu'on va augmenter juste le volt dans cette zone et ça peut résoudre parce que le diamètre paraît optimal. Donc, celle-là peut-être est la meilleure. Donc, augmenter juste le volt dans cette zone-là. Diminuer le volt central, non, parce que la lentille va être encore plus plate et la lentille va commencer à toucher aussi beaucoup plus la zone cornéenne. Donc, voilà ce que j'ai fait dans ce cas-là. Je n'ai pas changé le diamètre de la lentille. Ce que j'ai fait, c'est juste augmenter le volt dans la zone là où la lentille était en train de toucher. Et là, on a vu deux problèmes qui sont liés à la zone limbale. Là où c'était excessif et là où c'était insuffisant. Donc, il faut bien tenir la lentille bien appliquée dans cette zone-là pour éviter le problème de la cornée. Lentille cambrée, c'est absolument un résoudre aussi parce que ça peut provoquer une congestion et une néovascularisation dans la cornée. Donc, des néovaisseaux vont rentrer dans la cornée. Une lentille cambrée peut être due à une lentille de petit diamètre, donc il faut augmenter le diamètre de la lentille. Un bord de la lentille qui est épais, donc s'enfoncer dans la conjonctive et causer une compression. La géométrie de la lentille est très similaire à la conjonctive. Donc, dans ce cas-là, il faut faire une toricité ou bien faire une lentille plus plate pour que n'adhère pas au tissu conjonctival. Donc, avoir un léger décollement. Passer à une lentille avec un trou dans la zone limbale. Introduire des canons dans la périphérie ou bien faire un trou. En général, donc les trous dans les lentilles sclérales sont dans la zone limbale, mais on peut les mettre aussi dans la zone périphérique, dans la zone sclérale de la lentille. Et ça aide à réduire l'adhésion de la lentille à la surface oculaire. Quand on inclut un trou dans la zone périphérique, donc ce qu'il faut faire, c'est appliquer une périphérie plus plate pour éviter que la conjonctive n'aille pas dans le trou. Donc, ce trou-là ne va pas faire son travail. La lentille cambrée peut être causée par une inflammation de la surface oculaire. Donc, au début, on a observé pour différents mois que la lentille est bien posée. À un certain point, l'œil est enflammé et donc on est en train de voir une compression tout autour de la lentille. Et dans ces cas-là, c'est
pas la pose de la lentille qui n'est pas idéale, c'est la condition de l'œil. Donc, il faut attendre que cette inflammation passe et donc le problème va se résoudre. Il faut gérer, si on arrive à gérer l'inflammation avant d'apporter des modifications et attendre que l'inflammation passe et une fois passé, le blanchiment aussi va disparaître. Ça peut être aussi artificiel, causé par une pression excessive appliquée pendant l'adaptation de la lentille. Donc, c'est important d'éduquer le patient sur la manipulation correcte des lentilles. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est très important l'éducation du patient. Beaucoup de problèmes sont dus à l'adaptation non correcte de la part du patient. C'est très, très, très important, donc, éduquer bien le patient avant de donner les lentilles, de consigner les lentilles. Autre recommandation consiste à faire des pauses. Donc, si la lentille on n'arrive pas à résoudre ce problème parce que dans des cas où on a une inflammation chronique de l'œil, cette compression, la lentille va sembler toujours compris. Donc, ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est conseiller de faire des pauses pendant la journée et pour enlever la lentille, faire une pression au bord, à côté du bord de la lentille pour aider à briser l'étanchéité de la lentille. Lentille instable, quand elle fait un peu du rocking sur la surface oculaire ou bien quand elle est décentrée, ça peut créer des problèmes, aussi des problèmes visuels. Plus on voit les lentilles décentrées, plus ça va créer un effet prismatique. Vous voyez ici, la lentille est décentrée un peu et l'effet prismatique qui est créé par le réservoir est moyen et ici est plus important. Donc, le décentrement, cet effet prismatique va créer un astigmatisme résiduel ou bien aussi, certainement, va créer des aberrations oculaires. Donc, il faut le résoudre. Ici, on est en train de voir aussi une lentille décentrée, donc un réservoir idéal dans cette zone-là, mais insuffisant dans la zone supérieure. Et là, on est en train de voir la zone noire. Donc, peut être causée par une lentille sclérale plate, qu'elle se décentre, un volt cornéen excessif, donc il faut diminuer le volt central de la lentille. Lentille de petit diamètre peut se décentrer, donc en augmentant le diamètre, la landing zone aide à avoir une lentille plus centrée. Et surtout si on inclut une toricité dans la périphérie ou bien une zone à cadran ou bien une périphérie personnalisée. Aussi, la lentille peut se décentrer à cause d'une conjonctive irrégulière. Donc, il faut gérer ce problème-là aussi. L'astigmatisme résiduel peut être donc causé par, on l'appelle le décentrement de la lentille, par une flexion de la lentille. Comment comprendre si la lentille est en train de faire une flexion sur l'œil? En faisant une topographie sur la lentille, on va voir qu'il y a un astigmatisme créé. Ça, c'est une topographie sur la lentille et vous voyez que la topographie est irrégulière et un astigmatisme est créé, pardon. Donc, ici, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est inclure une toricité dans la lentille parce que la lentille était soulevée dans la partie, dans la zone verticale et donc, à chaque fois que le patient fermer, ouvrir l'œil, la lentille flexée sur l'œil. Et donc, ça crée des problèmes visuels. Donc, ce que j'ai fait, c'est inclure une toricité périphérique. Et ça, c'est la topographie sur la lentille lorsqu'elle est
adapté sur l'œil. Et peut être aussi causé par l'astigmatisme interne. Et dans ce cas-là, il faut ajouter sur la surface antérieure une toricité. Ben, je vais un peu plus rapide pour qu'on finisse. Les dépôts peuvent être causés par différents problèmes. La qualité du film lacrymal, donc il faut choisir un matériau qui est résistant aux dépôts, éduquer le patient à bien frotter les lentilles ou bien ajouter un nettoyant, une solution à base de peroxyde d'hydrogène qui est idéale dans ces cas-là. Et une fois par semaine dans les patients où ils ont une prédisposition à former des peaux, on peut conseiller d'utiliser Pro-Gent une fois par semaine. Peut être aussi causé par des maladies des paupières, donc il faut traiter avec des lingettes et des compresses chaudes, avec des massages, des maladies atopiques, donc il faut résoudre ce problème avant de continuer avec la pose des lentilles. Et mauvaise application des cosmétiques, donc il faut appliquer la crème pour le visage, les crèmes pour les yeux et le maquillage après l'application, après l'adaptation de la lentille. Utiliser aussi un maquillage sans huile et éviter le maquillage sur le bord de la paupière inférieure. Peuvent être aussi une mauvaise utilisation des savons déshydratants. Donc, les savons sans hydratants sont les meilleurs dans ces cas-là. Surtout ceux qui sont indiqués pour le traitement de l'acné. Et donc, pas juste les cosmétiques sans huile, mais aussi les savons sans huile et sans hydratants, surtout sur le bord de la paupière. Autres recommandations sont utiliser la lubrification tout au long de la journée avec des lames artificielles dans l'œil, ajouter un traitement de plasma ou bien un hydrat-PEG. Une mauvaise mouillabilité de lentilles, c'est les patients qui sont prédisposés à ça sont les patients qui ont des problèmes dans la surface, de la surface oculaire. Donc, on doit résoudre ce problème avant de poser la lentille. Donc, peut être aussi à cause des irrégularités, comme dans ce cas-là, irrégularité du traitement du plasma, et c'est à cause du laboratoire. Dans ce cas-là, il faut remplacer la lentille en évitant le traitement du plasma, ou bien des problèmes qu'on trouve généralement que j'ai souvent à cause de un super polish de la part du laboratoire. Donc, dans ce cas-là, nettoyer avec un nettoyant bien fort du laboratoire et mettre dans la solution à base de peroxyde d'hydrogène et ça va partir tout seul. Autres recommandations généralement sont similaires à ce qu'on a vu avec les dépôts. Une très importante, c'est de varier l'alimentation et éviter les graisses et les fritures et augmenter la charge des oméga 3 dans le régime alimentaire. Ce qu'on peut faire pendant la journée, si on a ce problème-là, c'est avec un coton-tige, de le mouiller avec la saline et de passer sur la surface oculaire ou bien avec la ventouse qu'on a, mouiller avec la saline et donc nettoyer la surface pendant lorsque la lentille est posée sur et adapté sur l'œil, ou bien ajouter un hydrat-PEG. Ça, c'est la même lentille dans le même œil, sans hydrat-PEG et avec hydrat-PEG. Et là, le problème se résout. Et dans les patients qui ont œil sec, hydrat-PEG est bien indiqué. Ici, on est en train de voir une mouillabilité optimale, mais dans la zone pupillaire, la lentille est en train de créer un fogging. Et ça gêne la vision et donc il faut résoudre. À cette lentille, hydrat-PEG était ajouté et donc le problème se résout. Ce qu'il faut faire, donc comme on a dit, très 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 important
contrôler la compliance et les solutions que le patient est en train d'utiliser. Pour augmenter la compliance, c'est très important de donner des recommandations écrites parce que les patients vont oublier tout ce qu'on a recommandé pendant les visites et pendant les sessions d'éducation, à leur enseigner quelles solutions utiliser et comment les utiliser et comment poser la lentille. Donc, très important, les recommandations écrites sur ce qu'ils doivent faire sur la pose, le port des lentilles et les solutions, mais aussi très important de vérifier la compliance à chaque fois qu'on fait la visite du check-up. Donc, conclusion, il faut absolument résoudre les problèmes dans les patients qui ont une lentille sclérale parce que cette lentille représente un événement qui change la vie des patients et des problèmes qui sont liés à la pose ou bien à d'autres facteurs peuvent entraîner à la frustration, à une chirurgie oculaire, mais aussi à une dépression et des problèmes psychologiques. Donc, les patients vont être très décevés de ça et certains cliniciens restent encore intimidés à poser les lentilles sclérales parce qu'ils sont un peu incertains sur comment gérer les problèmes et leur gestion. Et certains cliniciens aussi, certains praticiens ne recommandent pas du tout les lentilles sclérales à cause des possibles problèmes. Donc, très important de savoir comment gérer les problèmes. Et l'expansion de l'utilisation de ces lentilles dépend de l'augmentation de la connaissance sur l'adaptation, sur la pose des lentilles. Donc, on doit toujours étudier et se mettre à jour avec les nouvelles, avec les études publiées. Et parce que nos patients vont bénéficier de cette expansion de notre connaissance. Et là, j'ai fini. Donc, on a parlé juste d'une petite partie des problèmes et des complications. Dans ce livre que j'ai publié ça fait un an, il y a tous les problèmes, leur étiologie et comment les gérer. Donc, ça peut vous aider pendant votre pratique clinique tous les jours. Et je vous remercie. Merci de m'avoir invité pour ce webinaire et j'espère que vous avez apprécié aussi le contenu. Merci beaucoup. Certainement qu'on a apprécié. C'était une présentation magnifique. Vous avez été très holistique, ça signifie que vous avez traité le problème dans sa globalité. Il y a effectivement, il y a un petit peu, comme on dit, l'adaptation, ce n'est pas juste prendre des mesures et placer une lentille, c'est gérer les effets immédiats à moyen terme et à long terme. Et cela étant dit, je pense que vous avez, à travers votre ouvrage, ensuite à travers vos publications, vous avez abordé beaucoup de problématiques qui sont un petit peu, cette dizaine d'années a été très fructueuse. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit. En fait, vous avez pris toutes ces complications, vous les avez mis ensemble, et ça, c'est magnifique. Je voudrais juste revenir sur un ou deux petits détails, parce que ça, c'est important pour nos amis qui vont commencer probablement ou qui sont déjà en train d'équiper leurs patients en lentilles sclérales. Alors, la chose est simple. Nous avons deux sortes de catégories, si vous voulez, de sujets ou de patients. Nous avons une catégorie qu'on peut considérer comme étant cornée saine, amétropie présente, cornée saine, choix d'une sclérale pour soit une compensation optimale grâce à cette lentille et le confort, parce que nous avons des gens qui font des intolérances aux lentilles souples et aussi des intolérances parfois aux lentilles cornéennes. Donc, ensuite, on a la deuxième catégorie, ce sont les cornées pathologiques ou post-traumatiques ou post-chirurgicales. Alors, donc, c'est-à-dire, Fadel, votre approche, est-ce qu'elle est différenciée quand vous abordez
un état, si vous voulez, anatomique, physiologique tout à fait normal, avec une myopie forte, probablement quelques intolérances, et souvent ces intolérances sont liées soit parce que chez les porteurs de lentilles souples hydrophiles, nous avons, au bout d'un certain nombre d'années, nous avons des sécheresses oculaires qui arrivent et qui vont rendre un petit peu les choses compliquées. Ensuite, vous avez tout à l'heure, vous avez abordé l'aspect un petit peu intrinsèque parce que nous sommes dans un micro-environnement où il y a une interaction, vous avez des tissus, vous avez des métabolismes et la lentille, quand elle est insérée, elle va constituer, si vous voulez, une intrusion invasive et il s'agira d'avoir la possibilité de gérer les autres aspects. Donc, la première question, c'était comment vous adoptez, si vous voulez, votre démarche par rapport à une cornée et des tissus sains et par rapport à une cornée irrégulière post-traumatique ou post-chirurgicale. La deuxième question, elle est un petit peu embêtante parce que je vois de plus en plus mes patients qui reviennent. On a d'abord un problème de compliance, donc il s'agirait là de mettre en place un schedule, une sorte de calendrier, un programme de contrôle pour que les choses n'échappent pas parce que récemment, j'ai eu un patient qui a disparu pratiquement de 2012. Il s'est présenté à ma consultation en 2021, février, et je me permets là de faire un petit partage de ce que j'ai. Voilà, je vais essayer de le faire tout de suite. Voilà, je partage. Voilà l'état de sa cornée. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, on voit. Oh là là. Une véritable catastrophe. Donc, j'ai dû l'envoyer de toute urgence vers un centre hospitalier d'ophtalmologie, été pris en charge correctement par un professeur donc avec qui j'avais un petit peu des affinités. Donc, je lui ai envoyé, je le commande tout de suite. Il a été mis sous cyclosporine, il a été mis sous traitement. Donc, et vous voyez là, vous voyez, au bout de, c'était un keratoconus stade 2 quand il a été équipé par Messon en 2012. Ça a progressé. Et là, vous voyez que quand il est arrivé, parce que la lentille, il n'a pas changé pendant toutes ces années. Donc, c'était pratiquement à mettre dans le Guinness Book. C'était deux cornées qui étaient complètement vascularisées, plein d'opacité. Et depuis le mois de février, sous traitement. Et là, c'est encore, on n'a pas encore de solutionné le problème. Donc, c'est très important de mettre en place une sorte de programme pour pouvoir le gérer. Alors, maintenant, il demande à être équipé, mais honnêtement, moi, je ne suis pas très chaud pour le rééquiper parce que simplement, c'est une cornée qui a été fragilisée. Donc, on est en train de voir si probablement on va attendre encore un peu plus de temps parce qu'il est encore sous traitement et que les néovaisseaux se sont résorbés. Mais aujourd'hui, on a encore des opacités assez importantes au niveau de la cornée. Donc, je vous laisse donc commenter tout cela. Merci beaucoup. Bon, je vais commencer par la première question qui est très intéressante. Entre une cornée saine et une cornée qui présente une pathologie ou bien une pathologie de la surface oculaire, pas juste de la cornée. Mon approche aussi dans une cornée saine est différente d'un patient à l'autre. Donc, quand je décide de poser une lentille sclérale dans un patient qui a une autre myopie ou juste pour une myopie, en général, je choisis des lentilles un peu plus petites. Et ça dépend aussi des dimensions de l'œil. Si l'œil est grand, donc les paupières sont bien ouvertes, je préfère une lentille un peu plus grande. Et ça, c'est généralement dans les myopes qui ont une myopie avancée. L'œil est élongué, donc ils ont une ouverture plus ouverte. Donc, une lentille un peu plus grande aussi dans ces cas-là. Donc, ça dépend des lentilles. Moi, une lentille moyenne, une lentille plus petite, alors que dans les myopies plus avancées, une lentille plus grande. Et en général, dans les yeux qui ont une myopie, les études ont démontré que la sclère est presque sphérique. Donc, ici aussi,
je décide parfois d'appliquer une lentille avec une périphérie sphérique. Le problème est différent avec les astigmates. Bah, c'est un peu similaire, c'est pas différent parce que quand l'astigmatisme est réduit, donc jusqu'à moins de dioptrie, une lentille petite aussi, alors que quand l'astigmatisme est plus grande de dioptrie, je décide avec une lentille plus grande parce que aussi là, les études ont démontré que une cornée qui présente de l'astigmatisme plus grande de dioptre, la toricité se reporte aussi dans la lentille sclérale. Et une lentille sclérale qui a une landing zone plus grande est nécessaire pour inclure la toricité. Donc, l'approche, c'est un peu différent. Ça dépend de la quantité, soit de la myopie, soit de l'astigmatisme. Quand ils sont élevés, lentilles plus grandes. Quand ils sont moyens ou bien petits, une lentille plus petite. Dans le cas du kératocone, ça dépend de la hauteur sagittale de la cornée. Si le kératocone est initial ou bien pas moyen, dans un stade moyen, une lentille moyenne peut aller. Et dans les kératocones qui sont avancés, la hauteur sagittale de la cornée est plus grande, donc une lentille avec une hauteur sagittale plus grande est nécessaire. Et dans ces cas-là, la landing zone doit aussi être plus grande, donc des lentilles plus grandes dans ce cas-là. Dans les cas de la surface oculaire, des maladies de la surface oculaire, les lentilles plus grandes possibles, 18-19 mm, parce que là, on est en train de soigner et de gérer la surface oculaire. Et plus surface on est en train de gérer, le mieux c'est. Donc, les lentilles doivent être le plus grand possible pour pouvoir couvrir toute la surface exposée à l'air. Comment augmenter la compliance? Comment faire respecter, pas augmenter trop le compliance, respecter les visites du check-up des patients? Ben, ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Moi aussi, j'ai des patients qui ne respectent pas les visites annuelles. Hier, j'ai appelé un patient qui est en train de porter une lentille. Ça fait 2 ans et je ne l'ai pas vu depuis. Je l'ai appelé en lui disant que c'est très important que je le visite parce que sinon, sa cornée va avoir des problèmes et je ne serai pas capable de gérer ça. Même pas un ophtalmo pourrait gérer ça et donc il va finir avec peut-être une chirurgie qui va peut-être rendre pire ces problèmes cornéens. Donc, plus que les appeler, plus que leur rendre conscients des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et parfois, je leur montre aussi des images, des photos comme celles que vous avez eues de ce patient. Voilà, et je raconte l'histoire du cas. Je ne sais pas vraiment comment pouvoir faire. Voilà, c'est de les rendre plus conscients et plus sensibles aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer eux-mêmes. Savoir la fréquence des contrôles, ce que vous faites, j'ai entendu annuel, donc vous faites un contrôle annuel. Alors, au début, pour la pause, au début, je fais après une semaine, donc je donne la lentille. Après une semaine, après 15 jours, ça dépend si la lentille va bien, je peux prolonger jusqu'à 1 mois. Après 1 mois, 3 mois, 6 mois, et après ça commence à être annuel. Oui, quand tout va bien, annuel. Une fois par an, ça suffit. Dans nos marchés un petit peu, nous avons quelques soucis par exemple, nous n'avons pas accès à des laboratoires de pointe pour pouvoir faire toutes ces géométries. Donc et puis nous avons aussi un deuxième souci, c'est que le retour, pour faire retourner une lentille pour être rectifiée ou pour être changée, c'est tout un problème. Donc notamment en cette période où il y a eu un ralentissement
un petit peu de tout ce qui est liaison aérienne, etc. Donc, c'est un véritable souci. Et tout à l'heure, quand j'ai vu votre aptitude un petit peu à prendre en charge, par exemple, les fenestrations et les notches. Donc, moi, ce que je fais souvent, je commande systématiquement des lentilles fenestrées, avec des perfos. Je me dis, je ne peux pas me permettre de renvoyer la lentille, donc je commande avec fenestration. C'est par défaut, hein, donc je le fais par défaut, simplement parce que je me dis, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, et puis ça va, c'est inclus. Maintenant, pour la question des notches, pour les gens qui ont des penguicula ou des télévisions, donc ça c'est très intéressant. Et j'ai vu que vous utilisez des outils qui sont très simples, en fait, qui sont, c'est une perceuse. Très simple et très économique, 25 €. Exactement, c'est pour ça. Alors, et ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a un ouvrage que vous pouvez recommander aux gens qui nous regardent pour qu'ils puissent un petit peu apprendre un petit peu à bricoler, à faire un peu de polissage, parce que parfois c'est des bords tranchants, ou c'est des. Est-ce qu'il y a un ouvrage donné qui est recommandé ou bien sur un site de CLMA ou Contamac est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas. Bah, sur les modifications, je n'ai jamais vu moi-même des vidéos ou des indications sur les modifications. Oui, il y a des indications, au moins en italien, je les ai. Aussi, sur JPLI, il y a des indications écrites sur comment faire, en général, les modifications dans la géométrie interne. Donc, comment augmenter la courbure de la lentille, faire des zones plus cambrées et tout. Mais il n'y a pas de modifications avec des notches ou bien de fenestration. J'ai produit ça. Ce que j'ai reproduit aujourd'hui dans la présentation est une vidéo brève. Sur ma page Facebook, sur mon profil Facebook, et il est plus long et ça explique les outils que j'ai utilisés. J'ai juste ordonné sur Amazon ces outils-là. Bien important, choisir les pointes. Donc, il faut une pointe différente pour faire le notch et pour arrondir les bords et pour faire le polissage de ce notch. Donc, c'est très important de faire l'arrondissement et le polissage des deux bords, celui qui se pose sur la conjonctive, parce que sinon, ça va... j'arrive pas à dire ce mot-là. Ça va déranger la conjonctive, ça va blesser la conjonctive, et aussi sur le bord extérieur parce qu'il y a la conjonctive tarsale qui va le super. Donc, très important de faire ces arrondissements. C'est très facile à faire. C'est impressionnant peut-être à le voir, mais quand vous commencez à le faire, c'est vraiment très facile. Il faut avoir une main ferme, oui, c'est vrai, mais à force de faire des pratiques, vous pouvez faire des pratiques avec plusieurs lentilles, vieilles lentilles que vous avez. À force de faire des lentilles, des pratiques, ça va venir très, très naturel. C'est vraiment facile. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, parce que là, j'ai désactivé les micros, je vais les activer. Je vais permettre aux gens de réactiver leur micro. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, là, je suis en train d'essayer de... Vous pouvez poser vos questions à travers le chat, à travers la discussion, et on pourra par la suite permettre au docteur Fadel de répondre. Apparemment, il n'y a pas de... OK. Je vais permettre aux gens de réactiver. Vous pouvez réactiver vos micros. Je vous ai donné la main. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne sais pas, parce que là, donc, bon,
Merci beaucoup. C'était une belle présentation. On vous remercie de nous avoir honorés avec votre participation. C'est la deuxième fois. Ensuite, nous vous suivons à travers aussi dans vos conférences qui sont faites soit pour nos amis indiens, soit à travers aussi vos présentations au niveau des pays anglo-saxons. Donc, nous sommes toujours avides d'apprendre de vous parce que vous êtes réellement maestro en la matière. Merci beaucoup. Merci, merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir de faire cette présentation avec vous et de connaître mes amis de l'autre côté du monde. Vraiment, merci. Portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.